Millionnaire commande une robe pour sa mère, mais il ne s'attendait pas à tomber amoureux de la jeune couturière. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous... Regardez, nous continuons. Le soleil du matin s'infiltrait à travers les fentes du rideau en dentelle, projetant des ombres délicates sur le tissu bleu marine étendu sur la table de couture. Hélène passa doucement ses doigts sur la surface, satinée, sentant chaque fibre comme si elle pouvait lire une histoire à travers le toucher. L'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à l'odeur caractéristique des nouveaux tissus, créant une atmosphère chaleureuse dans le petit atelier improvisé dans le salon de sa maison à Val-des-Fleurs. Dans le fauteuil près de la fenêtre, Madame Cécile, sa grand-mère, tricotait avec la même dévotion que toujours, bien que ses mains ne soient plus aussi fermes qu'autrefois. Le tintement rythmique des aiguilles à tricoter était comme une vieille berceuse, familière et réconfortante. Hélène leva les yeux de son travail un instant, observant l'expression sereine de sa grand-mère, et un sourire involontaire apparut sur ses lèvres. « Mamie, penses-tu que je devrais utiliser le point d'ombre pour cette finition ?» demanda Hélène, tenant le tissu contre la lumière. Sa grand-mère ajusta ses lunettes et se pencha légèrement en avant, examinant le travail avec des yeux expérimentés. « Le point d'ombre donnera plus de personnalité à la pièce, ma chérie. Tu te souviens de ce que je dis toujours ? Chaque point raconte une histoire, » répondit Madame Cécile, sa voix portant la sagesse de décennies dédiées à la couture. Hélène acquiesça, reportant son attention sur son travail. Ses mains bougeaient avec précision, tandis que l'aiguille dansait à travers le tissu, créant des motifs invisibles aux yeux moins entraînés. Chaque robe qu'elle produisait portait un peu de son âme, des histoires que sa grand-mère lui avait racontées, des après-midi passés à l'observer travailler quand elle n'était qu'une petite fille. L'horloge murale indiquait 8 heures quand Hélène commença à organiser ses pièces pour le marché. C'était samedi, jour d'exposer son travail sur la place centrale de Val-des-Fleurs. Tandis qu'elle pliait soigneusement chacune de ses créations, elle pensait à combien sa vie s'était transformée ces dernières années. D'apprentie à pourvoyeuse, elle avait assumé non seulement le métier, mais aussi la responsabilité de prendre soin de sa grand-mère et d'entretenir la maison. « Aujourd'hui sera un jour spécial », murmura Madame Cécile, avec cette lueur particulière dans le regard qui intriguait toujours Hélène. C'était comme si sa grand-mère pouvait voir au-delà du présent, comme si les fils du destin étaient aussi visibles pour elle que les pelotes de laine dans son panier. « Pourquoi ? » « Dis-tu cela, mamie ?» demanda Hélène, curieuse, tout en rangeant la dernière pièce dans sa mallette de travail. Madame Cécile sourit simplement, ce sourire énigmatique qui gardait les secrets de toute une vie. « Parfois, ma chérie, le destin est comme une couture, bien faite. Chaque point nous mène exactement là où nous devons être. » Hélène ajusta le châle sur les épaules de sa grand-mère et lui embrassa le front avant de partir. Le soleil était déjà plus haut et la douce brise d'automne portait le parfum des fleurs du jardin. Tandis qu'elle marchait vers la place, ses créations soigneusement emballées dans ses bras, elle ne pouvait imaginer que ce jour serait vraiment différent de tous les autres. Un jour où le premier point d'une nouvelle histoire commencerait. À être brodé. Le marché de Val-des-Fleurs battait déjà son plein lorsqu'Hélène finit d'installer son petit étal. Ses pièces, disposées avec soin sur des nappes en dentelle blanche, attiraient les regards admiratifs des passants. L'arôme du pain frais de la boulangerie voisine se mêlait au parfum des fleurs que Marie, la fleuriste, vendait à l'étal, ça d'à côté, créant une atmosphère que seul un marché de province pouvait offrir. Hélène ajustait le drapé d'une robe vert mousse quand elle perçut une présence différente. Un homme grand, vêtu d'un costume bien taillé, qui contrastait avec l'ambiance décontractée du marché, observait attentivement ses créations. Il y avait quelque chose dans son regard qui l'intriguait. Ce n'était pas l'intérêt habituel d'un client ordinaire, mais un mélange de curiosité et de reconnaissance, comme s'il cherchait quelque chose au-delà des pièces elles-mêmes. « Cette finition », murmura-t-il, touchant légèrement l'ourlet d'une robe bleu marine. « Je n'ai pas vu un travail comme celui-ci depuis des années. » Hélène sentit un léger tremblement dans ses mains, mais garda sa composition. « C'est un point traditionnel que j'ai appris de ma grand-mère », expliqua-t-elle, observant comment ses doigts traçaient le chemin des broderies avec une connaissance inhabituelle. « Je m'appelle Richard Mercier.
se présenta-t-il tendant la main. Et ce point est exactement comme ceux que je voyais sur les pièces anciennes du tissage Mercier. Le cœur d'Hélène s'accéléra en reconnaissant le nom de la plus grande entreprise textile de la région. Sa grand-mère mentionnait souvent cette entreprise dans ses histoires, toujours avec un regard lointain qu'Hélène n'avait jamais complètement compris. « Vous connaissez le tissage Mercier ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix décontractée. Sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Richard. On pourrait dire que oui. En fait, je suis l'actuel héritier de l'entreprise. Il fit une pause, ses yeux fixés sur le travail d'Hélène. Et je cherche quelqu'un avec vos compétences pour un projet spécial. Hélène sentit le monde tourner légèrement. L'héritier du tissage Mercier, là, à son petit étal, avant qu'elle ne puisse complètement assimiler l'information, il continua. Ma mère fête ses 70 ans le mois prochain et je veux lui offrir quelque chose d'unique. Quelque chose qui lui rappelle les premiers jours de l'entreprise, quand chaque pièce était faite avec ce genre de soin et de dévouement. Il sortit une carte de visite de la poche de sa veste et la tendit à Hélène. J'aimerais que vous créiez une robe pour elle, quelque chose qui combine la tradition que je vois dans votre travail avec l'élégance qu'une telle occasion exige. Hélène tint la carte entre ses doigts, tremblant, sentant le relief des lettres dorées sous son toucher. Les mots de sa grand-mère ce matin-là résonnèrent dans son esprit. Aujourd'hui sera un jour spécial. Commença-t-elle, sa voix fléchissant légèrement. C'est une grande responsabilité. C'est exactement pour cela que ça doit être vous, répondit Richard, avec une conviction qui la surprit. Il y a quelque chose dans votre travail qui me rappelle une époque où le tissage Mercier était plus qu'une simple entreprise. C'était une famille d'artisans. Un vent soudain souffla sur la place, faisant danser doucement les dentelles de son étal. Hélène regarda à nouveau la carte dans ses mains, sentant qu'elle se trouvait devant une porte qui pourrait changer sa vie pour toujours. Que dirait sa grand-mère à ce sujet? Pourquoi son cœur battait-il si fort face à cette proposition? Cette nuit-là, alors que la lune déversait sa lumière argentée sur Val-des-Fleurs, Hélène n'arrivait pas à dormir. La carte de Richard Mercier reposait sur sa table de couture, les lettres dorées scintillant sous la lumière nocturne. Ses pensées oscillaient entre l'émotion de l'opportunité et une inexplicable nervosité qu'elle ne pouvait expliquer. Le salon, elle trouva sa grand-mère encore éveillée, tricotant à la lumière de la petite lampe. Il y avait quelque chose de différent dans son expression quand Hélène s'assit à côté d'elle sur le vieux canapé. « Mamie, aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'étrange au marché », commença Hélène, remarquant comment les mains de Madame Cécile s'arrêtèrent un moment. « Un homme du tissage Mercier m'a commandé une robe. En fait, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est l'héritier de l'entreprise. » Le silence qui suivit pesa plus que n'importe quel mot. Madame Cécile posa son tricot sur ses genoux, ses yeux fixés sur un point distant, comme si elle observait une scène d'il y a de nombreuses années. « Richard Mercier », murmura la dame, surprenant Hélène. « Le petit-fils d'Auguste. »« Tu le connais ?» demanda Hélène, sentant son cœur s'accélérer. Madame Cécile se leva lentement et marcha jusqu'à l'ancien coffre en bois qu'elle gardait dans le coin de la pièce. D'une main tremblante, elle ouvrit le couvercle et en retira une boîte en velours bleu marine décolorée par le temps. Hélène s'approcha, curieuse, tandis que sa grand-mère sortait des photographies jaunies et des coupures de journal. « Ton grand-père, mon Antoine, n'était pas seulement un couturier, Hélène, commença Madame Cécile, sa voix chargée d'émotion. Il fut l'un des premiers designers du tissage Mercier. Lui et Auguste Mercier étaient comme des frères. Ils partageaient les mêmes rêves de créer une marque qui valoriserait le travail artisanal français. Hélène prit une des photographies où deux jeunes hommes souriaient devant une petite boutique. L'un d'eux était son grand-père, qu'elle ne connaissait que par d'autres photos, et l'autre devait être Auguste Mercier. Le sourire de Richard, réalisa-t-elle maintenant, était identique à celui de son grand-père. « Que s'est-il passé ?» demanda Hélène, sentant qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire. Les yeux de Madame Cécile se remplirent de larmes. « Il y a eu un différend, une collection que ton grand-père avait créée. Quelqu'un dans l'entreprise l'a accusé d'avoir copié les dessins. Auguste était en voyage à cette époque et les autres directeurs, sa voix faiblit. Ton grand-père a été écarté et le rêve qu'il partageait a commencé à s'effondrer.
Hélène s'assit à côté de sa grand-mère, tenant ses mains ridées. « Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté cela avant? Certaines histoires sont comme des tissus délicats, ma chérie. Elles ont besoin du bon moment pour être dépliées. » Madame, Cécile prit une autre photographie, où une femme élégante portait une magnifique robe de soirée. « Voici Aurore Mercier, la mère de Richard. Ton grand-père a dessiné cette robe pour son mariage. » Hélène observa la photo avec une attention renouvelée, reconnaissant les mêmes points et finitions que sa grand-mère lui avait enseignés. Soudain, la visite de Richard prit un nouveau sens. Ce n'était pas seulement une commande, c'était un fil du destin entrelaçant à nouveau deux familles que le temps avait séparées. Le lendemain matin, le bureau du tissage Mercier semblait encore plus imposant qu'Hélène ne l'avait imaginé. Le bâtiment historique, avec ses grandes fenêtres et ses détails art déco, racontait silencieusement l'histoire de décennies de traditions textiles. Ajustant le dossier qui contenait ses dessins préliminaires, Hélène respira profondément avant de franchir les portes tournantes. La réceptionniste la conduisit à travers des couloirs décorés de vieilles photographies de l'entreprise. Hélène ne put s'empêcher de chercher dans chacune d'elles des traces de l'histoire que sa grand-mère avait révélée la nuit précédente. Sur l'une des images, elle reconnut son grand-père, jeune et souriant, à côté d'une table de coupe. Richard l'attendait dans son bureau, la lumière du matin traversant les larges fenêtres et créant des motifs sur le vieux parquet. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire qui fit faire un petit bond au cœur d'Hélène. « Je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation, » dit-il, indiquant une chaise. « Avez-vous apporté quelques idées ?» Hélène ouvrit son dossier, révélant les croquis qu'elle avait passé la nuit à développer. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle expliquait chaque détail, chaque choix de tissu et de finition. Richard écoutait avec une attention sincère, ses yeux alternant entre les dessins et le visage animé d'Hélène. « Ce point ici, » expliqua-t-elle, indiquant un détail sur le dessin, « est le même que ma grand-mère. » Sa voix faiblit, incertaine. Si elle devait mentionner le passé. Richard se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens. « Le même que votre grand-mère a appris de votre grand-père, Antoine Rivière, n'est-ce pas ?» Hélène sentit l'air s'échapper de ses poumons. « Vous saviez ?»« S'il vous plaît, appelez-moi Richard, » sourit-il. « Et oui, je savais. En fait, c'est pour cela que je suis allé au marché. Quand j'ai vu vos pièces exposées, j'ai immédiatement reconnu le style, les finitions. C'était comme voir le travail de votre grand-père renaître à travers vos mains. » Un silence chargé d'émotion remplit la pièce. Hélène sentait son cœur battre fort, tandis que Richard se levait et marchait vers une vieille armoire dans le coin de la pièce. De là, il sortit un vieux dossier en cuir. « Ce sont les dessins originaux de votre grand-père, » expliqua-t-il, posant le dossier sur la table avec révérence. « Mon grand-père les a gardés toutes ces années, attendant le bon moment pour corriger une erreur du passé. » Hélène ouvrit le dossier d'une main tremblante, découvrant des dizaines de dessins méticuleusement élaborés, certains avec des annotations dans les marges écrites, avec la calligraphie qu'elle reconnaissait des vieilles lettres de son grand-père. C'était comme trouver un trésor perdu depuis longtemps. « La robe que je veux pour ma mère, » continua Richard, sa voix douce, « n'est pas seulement un cadeau d'anniversaire. C'est une façon de reconnecter le présent à un passé qui n'aurait jamais dû être oublié. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Hélène sentit quelque chose de différent naître à ce moment. Pas seulement l'émotion de la découverte, mais aussi une chaleur inexplicable qui se répandait dans sa poitrine. Le bureau semblait plus accueillant maintenant, comme si les vieux murs étaient les témoins silencieux d'un nouveau chapitre qui commençait à s'écrire. Les semaines suivantes transformèrent la routine d'Hélène. Ses matinées, auparavant consacrées uniquement aux commandes du marché, se partageaient désormais entre son travail habituel et la robe spéciale pour Aurore Mercier. Le tissu choisi, une soie italienne dans un ton profond de bleu nuit, reposait sur sa table de travail comme une promesse silencieuse. Un de ces matins, alors qu'elle mesurait soigneusement le tissu, Hélène entendit la clochette de la porte teintée. Son cœur s'accéléra en reconnaissant Richard, qui avait commencé à faire des visites régulières pour suivre l'avancement de la robe. Il portait avec lui une vieille boîte en bois. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser, » dit-il, posant la boîte sur la table. En l'ouvrant, il révéla un ensemble d'anciens outils de couture. Ils appartenaient à votre grand-père. Mon grand-père les a gardés toutes ces années.
Hélène prit une paire de ciseaux en bronze, ses initiales AR, délicatement gravées sur le côté. Le métal froid dans ses mains semblait pulser avec les souvenirs d'une époque qu'elle n'avait jamais connue. Madame Cécile, qui observait depuis son fauteuil habituel, laissa échapper un soupir ému. Antoine disait toujours qu'une bonne paire de ciseaux était comme une extension de l'âme du couturier, commenta la dame, ses yeux brillants de larmes. Contenu. Richard s'approcha du fauteuil de Madame Cécile, s'asseyant sur le petit tabouret proche. Mon grand-père me racontait souvent des histoires sur les premiers jours du tissage. Il parlait de comment votre mari avait un don spécial pour comprendre les tissus, comme s'il pouvait entendre ce qu'il voulait devenir. L'après-midi avança entre histoires et souvenirs. Hélène observait, avec un pincement au cœur, comment Richard écoutait sa grand-mère avec un intérêt sincère, posant des questions sur les temps anciens et partageant ses propres souvenirs familiaux. Il y avait une gentillesse dans sa manière d'être qui contrastait avec l'image qu'elle s'était construite d'un homme d'affaires du secteur textile. Tandis qu'elle travaillait sur la robe, Hélène sentait le poids de l'histoire dans ses mains. Chaque point qu'elle faisait était comme un lien connectant passé et présent. Richard s'approchait occasionnellement, observant son travail avec un regard qui mêlait admiration professionnelle et quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Vous savez, dit-il à un moment donné, l'entreprise a beaucoup perdu quand elle s'est éloignée de ce type de travail artisanal. Nous sommes devenus efficaces, modernes, mais nous avons perdu l'âme qui existait dans chaque pièce. » Hélène leva les yeux de son travail, rencontrant le regard intense de Richard. « Parfois, nous devons faire quelques pas en arrière pour trouver le bon chemin, répondit-elle, se surprenant par sa propre audace. Un doux sourire apparut sur ses lèvres à lui. Exactement. Et parfois, nous avons besoin que quelqu'un nous montre ce chemin. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, créant un jeu de lumière et d'ombre sur le tissu bleu. Hélène sentit son visage se réchauffer sous le regard de Richard, tandis que ses mains continuaient le travail délicat. Dans le coin de la pièce, Madame Cécile observait la scène avec un sourire entendu, comme si elle pouvait voir les fils invisibles du destin s'entrelacer devant ses yeux. La nouvelle de la collaboration entre Hélène et le tissage Mercier ne tarda pas à se répandre dans Val-des-Fleurs. Au marché du samedi, son étal attirait des regards curieux et des commentaires chuchotés. Parmi les visiteurs se trouvait Paul, son ami d'enfance, récemment revenu de Paris après des années d'absence. « Alors les rumeurs sont vraies, dit-il, examinant l'une des pièces exposées. La petite Hélène conquiert la haute société. Il y avait un ton dans sa voix qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer, de la fierté mêlée à quelque chose d'autre. « Ce n'est pas vraiment ça, Paul, » répondit-elle, ajustant nerveusement l'une des pièces. « C'est juste un travail comme un autre. » « Comme un autre ?» Il rit, se penchant sur le comptoir improvisé. « Hélène, tu as toujours été trop talentueuse pour rester coincée dans cette ville. Tu te souviens quand nous étions enfants et que tu disais qu'un jour tu aurais ton propre atelier à Paris ?» Les mots de Paul réveillèrent des souvenirs longtemps endormis, des après-midi de rêves partagés, des promesses enfantines faites sous l'ombre du vieux tilleul de la place. Il avait toujours été son plus grand supporter, même quand tout le monde disait que la couture n'avait pas d'avenir. « Les choses ont changé, » répondit-elle, pensant à sa grand-mère, à la responsabilité qu'elle portait. « Tous les rêves n'ont pas besoin de nous emmener loin de chez nous. » Avant que Paul ne puisse répondre, une voix familière interrompit la conversation. « Bonjour Hélène. » Richard s'approchait de l'étal, élégant même en tenue décontractée du samedi. Ses yeux s'arrêtèrent un moment sur Paul, une ombre, presque imperceptible traversant son visage. « Richard, quelle surprise !» Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Voici Paul, mon ami d'enfance. » Les deux hommes se saluèrent avec une cordialité formelle qui dissimulait à peine la tension sous-jacente. Paul fut le premier à s'éloigner, non sans lancer un regard significatif à Hélène. « Nous devons rattraper le temps perdu, dit-il. J'ai quelques propositions intéressantes à te raconter. » Après son départ, un silence inconfortable flotta dans l'air. Richard examina distraitement quelques pièces exposées, mais son esprit semblait ailleurs. « Je suis venu t'apporter quelques nouvelles, » dit-il finalement. « Pas toutes bonnes. Charles Moreau, notre directeur financier, remet en question le projet de la robe. Il pense qu'établir un partenariat avec une couturière locale pourrait diminuer le prestige de la marque.
Hélène sentit comme si quelque chose de froid glissait le long de sa colonne vertébrale. « Je comprends, » répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Peut-être a-t-il raison. Après tout, qu'est-ce que mon travail comparé aux grandes maisons de mode ?» « Non. » La réponse de Richard fut immédiate et ferme. « Ton travail porte quelque chose qu'aucune grande maison ne peut reproduire. Il porte l'histoire, la tradition, l'amour du métier. C'est exactement ce que je veux retrouver dans l'entreprise. » Leurs yeux se rencontrèrent et Hélène ressentit cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine. Mais avec elle vint une pointe d'insécurité. Entre les ombres du passé et les incertitudes du présent, où était sa véritable place? Les mots de Paul résonnaient dans son esprit, se mêlant aux promesses implicites dans le regard de Richard. L'atelier était silencieux cet après-midi-là, à l'exception du doux murmure de la soie glissant entre les doigts d'Hélène. La robe d'Aurore Mercier commençait à prendre forme, chaque point méticuleusement placé racontant sa propre histoire. Mais l'esprit d'Hélène était agité, divisé entre les paroles de Paul et la situation au tissage Mercier. La clochette. De la porte tinta doucement, et elle leva les yeux pour voir Madame Cécile revenant de sa promenade quotidienne à la pharmacie. Sa grand-mère semblait plus fatiguée que d'habitude, et Hélène abandonna rapidement son travail pour l'aider à s'installer dans son fauteuil préféré. « J'ai vu Paul sur la place », commenta Madame Cécile, tandis qu'Hélène lui servait une tisane de camomille. « Il m'a parlé de la proposition qu'il compte te faire. » Hélène se figea, la tasse de thé suspendue en l'air. Quelle proposition? Il a obtenu un espace dans un atelier réputé à Paris, répondit sa grand-mère, ses yeux sages étudiant la réaction de sa petite fille. Il veut que tu le rejoignes comme associé. Le cœur d'Hélène fit un bond. Paris, la ville de ses rêves d'adolescente, où les possibilités semblaient infinies. Pour un moment, elle ressentit à nouveau cette ancienne inquiétude, le désir de prendre son envol. « Mais et toi? Et notre atelier ici ?» demanda-t-elle, s'asseyant au pied du fauteuil de sa grand-mère. Madame Cécile sourit, ce sourire qui faisait toujours qu'Hélène se sentait comme une petite fille à nouveau. « Ma chérie, ne me laisse pas être ton encre. Parfois, nous devons relâcher certains fils pour tisser de nouveaux motifs. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, ils entendirent des pas sur la véranda. Richard apparut à la porte, son expression plus sérieuse que d'habitude. « Désolé de venir sans prévenir, dit-il, mais je devais vous parler personnellement. » Hélène sentit son cœur s'accélérer, comme chaque fois qu'il était présent. Richard portait avec lui une chemise de documents et une expression qui mêlait inquiétude et détermination. « Charles Moreau a convoqué une réunion du conseil d'administration pour demain, » expliqua-t-il, s'asseyant sur le canapé. « Il veut discuter non seulement de la robe de ma mère, mais de tout le concept de récupération du travail artisanal dans l'entreprise. »« Et c'est mauvais ?» demanda Hélène, essayant de garder une voix ferme. « Cela peut être une opportunité, » répondit Richard, ses yeux brillants d'une idée. « Hélène, je veux présenter une proposition au conseil. Pas seulement pour une robe, mais pour une ligne complète qui ressuscite l'essence du travail de votre grand-père. Une collection qui unisse le traditionnel au contemporain. » Le silence, qui suivit, fut rempli par le tic-tac de la vieille horloge et le bruissement des rideaux dans la brise de l'après-midi. Hélène regarda la robe inachevée, les mains ridées de sa grand-mère, les yeux pleins d'espoir de Richard. « Mais pour cela, continua-t-il, sa voix plus douce, j'ai besoin que vous me fassiez confiance, que vous croyiez en cette vision autant que je crois en votre talent. » Madame Cécile toussa doucement, attirant l'attention des deux. « Parfois, dit-elle, avec cette sagesse que seules les années peuvent apporter, le destin nous présente deux portes non pas pour que nous en choisissions une, mais pour que nous apprenions à construire notre propre chemin. » La salle de réunion du tissage Mercier émanait pouvoir et tradition. L'immense panneau de bois sculpté derrière la table principale racontait l'histoire de l'entreprise en relief délicat, et les portraits des anciens directeurs observaient silencieusement la scène qui se déroulait. Hélène ajusta nerveusement le dossier qu'elle portait, se sentant déplacée dans sa robe la plus formelle, une création personnelle en tweed, bleu marine que sa grand-mère avait insisté qu'elle porte. Richard, assis à sa droite, émanait un calme qu'elle enviait. Charles Moreau, le directeur financier, fut le dernier à entrer. Grand et impeccablement vêtu, ses yeux froids évaluèrent
Hélène, qu'avec un scepticisme à peine dissimulé. « Messieurs, nous sommes ici pour discuter de la proposition non conventionnelle de notre jeune directeur, » commença-t-il, sa voix tranchant l'air comme un rasoir. Richard suggère non seulement une robe artisanale, mais une ligne complète, basée sur des méthodes dépassées de production. Des méthodes traditionnelles, corrigea Richard, sa voix ferme. Les mêmes qui ont construit la réputation de cette entreprise. Il fit un geste vers Hélène, qui commença à distribuer les portfolios qu'ils avaient préparés ensemble. Avec des mains qu'elle s'efforçait de garder fermes, Hélène ouvrit sa présentation. Les photographies de ses créations, mêlées aux dessins originaux de son grand-père, racontaient une histoire de tradition et d'innovation. Le marché du luxe est en train de changer, expliqua-t-elle, se surprenant par la fermeté de sa propre voix. Les clients ne recherchent pas seulement des marques, mais des histoires, de l'authenticité, une connexion avec les origines. La connexion ne paie pas les factures, interrompit Moreau. Combien de temps faut-il pour produire une seule de ces pièces? Quel est le coût? Le tissage Mercier est une entreprise moderne, pas un musée de techniques obsolètes. Mon grand-père, la voix de Richard coupa l'air comme un tonnerre silencieux, a construit cette entreprise en croyant que qualité et tradition ne seraient jamais obsolètes, et les chiffres prouvent qu'il avait raison. Richard projeta un graphique montrant la croissance des marques de luxe qui étaient revenues à la production artisanale. Nous ne proposons pas d'abandonner notre production actuelle, mais de créer une ligne premium qui retrouve notre essence. Hélène observa les visages autour de la table, certains pensifs, d'autres sceptiques. Son cœur battait fort, mais il y avait quelque chose de plus au-delà de la peur, une certitude profonde qu'elle était là où elle devait être. Mademoiselle Rivière, la voix d'une directrice plus âgée la surprit. « Cette broderie sur votre robe, c'est votre travail ?» Hélène acquiesça et la femme se leva pour examiner de plus près la finition. « Ma mère avait une robe avec ce même point, » commenta-t-elle, ses yeux s'adoucissant. C'était sa pièce la plus précieuse. Un murmure parcourut la salle. Hélène sentit la main de Richard toucher légèrement son bras, un geste discret de soutien qui envoya des frissons sur sa peau. « Je propose un test, » dit finalement Charles Moreau, son ton encore sceptique mais moins hostile. « La robe de madame. Aurore sera notre prototype. Si le résultat est satisfaisant, nous pourrons envisager une expansion contrôlée du projet. » Quand la réunion se termina, Hélène se sentait épuisée mais étrangement légère. Dans le couloir, Richard l'arrêta avec un toucher doux sur l'épaule. « Vous avez été incroyable là-dedans, » dit-il, ses yeux brillant de quelque chose de plus que de l'admiration professionnelle. « Nous l'avons été, » corrigea-t-elle, s'autorisant un petit sourire. Mais son cœur était agité. Ce matin, avant de partir, elle avait trouvé une enveloppe de Paul sous sa porte contenant la proposition formelle de l'atelier à Paris. 2 portes s'ouvraient devant elle, et comme sa grand-mère avait dit, peut-être que le défi n'était pas de choisir entre elles, mais de trouver son propre chemin. Le café Fleur de Lys au centre de Val-des-Fleurs était l'endroit préféré d'Hélène depuis l'adolescence. Cet après-midi de dimanche, tandis qu'elle attendait Paul, elle observait à travers la fenêtre les gens qui se promenaient sur la place, portant leurs histoires invisibles. Désolé pour le retard, Paul arriva, apportant avec lui l'arôme familier de son eau de Cologne agrumée et des souvenirs de temps plus simples. Il s'assit en face d'elle avec un sourire qu'elle connaissait si bien, le même sourire qui l'encourageait quand elle doutait de ses rêves. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » dit-il, plaçant sur la table un élégant catalogue. « L'atelier, à Paris. Nous avons 5 stylistes débutants, tous avec des visions différentes mais complémentaires. Ta technique traditionnelle serait le différentiel dont nous avons besoin. » Hélène feuilleta le catalogue, admirant les créations modernes et audacieuses. C'était tout ce dont elle avait rêvé des années auparavant. Innovation, expérimentation, liberté créative. C'est impressionnant, Paul. Et il y a plus, continua-t-il, se penchant en avant avec enthousiasme. Nous avons des contacts avec des acheteurs internationaux, Paris, Milan, tous cherchant quelque chose d'authentique, de différent du mainstream. Le cœur d'Hélène accéléra. Paris, la ville qui peuplait ses rêves d'adolescente. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son regard capta une silhouette familière à travers la fenêtre. Richard marchait sur la place, absorbé dans
une conversation avec une femme élégante qu'elle ne connaissait pas. Paul suivit son regard. L'héritier des Mercier, commenta-t-il, une touche d'ironie dans sa voix. Hélène, tu penses vraiment avoir un avenir dans cette entreprise? Ils vivent de traditions mortes, pas d'innovations vivantes. Ce n'est pas tout à fait ça, défendit-elle, observant comment Richard souriait à sa compagne. Ils essayent de changer, de trouver un équilibre entre le traditionnel et le contemporain. Comme tu l'as toujours fait. Paul prit sa main sur la table. Mais tu peux le faire dans un environnement qui valorise vraiment ton talent. Sans attache, sans politique d'entreprise, sans... Il hésita. Complications émotionnelles. Hélène retira doucement sa main, sentant son visage se réchauffer. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis peut-être plus ce garçon qui rêvait à tes côtés, continua Paul, sa voix plus douce. Mais je te connais encore, Hélène. Je vois comment tu le regardes et comment il te regarde. Mais je vois aussi le monde auquel il appartient. À travers la fenêtre, Hélène observa Richard et sa compagne entrer dans une boutique d'antiquités. Son cœur se serra, même si sa raison lui disait qu'elle n'avait pas droit à ce genre de sentiments. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement en se levant. « À tout. L'atelier ouvre dans 2 mois, répondit Paul se levant également. Mais nous avons besoin d'une réponse dans 2 semaines pour tout organiser. Sur le chemin du retour, Hélène s'arrêta sur la place, s'asseyant sur le banc sous le vieux tilleul. Le soleil de fin d'après-midi peignait le ciel en tons de rose et d'or, tandis que ses mains caressaient inconsciemment le tissu de sa robe, l'une des premières qu'elle avait faites seule, utilisant les points que sa grand-mère lui avait enseignés. Une douce brise apporta le parfum des fleurs du jardin municipal, mêlé à l'arôme du pain frais de la boulangerie voisine. C'était l'odeur de la maison, des souvenirs, de l'appartenance, mais c'était aussi l'odeur du confort, de l'accommodement. Le moment était-il venu de laisser tout cela derrière elle? La robe d'Aurore Mercier était presque prête. Hélène travaillait sur les derniers détails de la broderie quand Richard arriva à l'atelier, apportant avec lui une vieille boîte en carton. Son expression était différente de d'habitude. Il y avait un mélange d'anxiété et d'attente dans ses yeux. « J'ai trouvé ceci dans les anciennes archives de l'entreprise », expliqua-t-il, posant la boîte sur la table avec précaution. « Je pense que vous devez voir. » Dans la boîte, jaunie par le temps, se trouvaient des dizaines de dessins, coupures de journaux et photographies. Hélène reconnut immédiatement le trait de son grand-père dans les croquis, mais il y avait autre chose, des annotations dans les marges, des échanges de correspondance, des plans détaillés pour une expansion de l'entreprise qui n'avait jamais eu lieu. « Votre grand-père et le mien n'étaient pas seulement des associés, » dit Richard, sa voix douce. Ils avaient un rêve commun. Ils voulaient créer une école d'artisans, un centre d'excellence en techniques traditionnelles. Hélène prit une photographie où les 2 hommes apparaissaient devant un vieux hangar. Au dos de la photo, une annotation « Future école des arts textiles, Val-des-Fleurs 1975 ». « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Richard soupira, s'asseyant à côté d'elle. Charles Moreau était jeune à l'époque, mais il travaillait déjà dans l'entreprise. Il a convaincu le conseil qu'une école serait un gaspillage de ressources, que l'avenir était dans la production à grande échelle. Et votre grand-père a accepté? Il était en voyage quand la décision a été prise. Quand il est revenu, Richard hésita. Il était trop tard. Votre grand-père avait déjà été écarté et le projet de l'école a été rangé dans un tiroir. Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. Pas seulement pour l'injustice du passé, mais pour l'ironie du présent. Et maintenant, Moreau essaie de faire la même chose, empêcher que l'entreprise retourne à ses racines. Je ne vais pas laisser cela se produire. La voix de Richard était chargée de détermination. Hélène, ce hangar existe encore. Il est abandonné, mais la structure est intacte. Et j'ai un plan. Il prit sa serviette, en retirant un ensemble de documents. Je ne veux pas seulement une ligne de vêtements artisanaux. Je veux réaliser le rêve de nos grands-pères. Une école des arts textiles, un centre de formation pour les nouvelles générations d'artisans. Le cœur d'Hélène s'emballa. C'était un rêve plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé, plus grand même que Paris. Mais Moreau, j'ai déjà le soutien d'une partie du conseil, interrompit Richard. Mais j'ai besoin de vous. Pas seulement pour votre talent, mais parce que... Il hésita, ses yeux rencontrant les siens.
parce que vous m'avez fait me rappeler pourquoi je suis tombé amoureux de ce métier en premier lieu. » Le silence qui suivit était chargé de significations non dites. Hélène regarda la robe inachevée, les dessins de son grand-père, le visage de Richard si proche du sien. Quelque part dans la maison, elle entendit sa grand-mère chantonner doucement en tricotant. « La femme qui était avec vous hier », les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Sur la place, un sourire compréhensif illumina le visage de Richard. « Ma cousine Béatrice. Elle est architecte. Elle est venue évaluer le hangar pour le projet de l'école. » Hélène sentit son visage brûler, en partie de honte pour son insécurité, en partie de soulagement. Richard s'approcha un peu plus, son parfum se mêlant à l'odeur des tissus neufs et des souvenirs anciens. « Hélène », sa voix était presque un murmure, « je sais que vous avez d'autres propositions, d'autres rêves. Mais je crois que nous pouvons construire quelque chose de spécial ici, quelque chose qui honore le passé et ouvre des chemins vers l'avenir. » Leurs regards se rencontrèrent, et à ce moment, tous les doutes d'Hélène semblèrent se taire. L'avenir était là, entre les lignes d'une histoire qui avait commencé bien avant elle, attendant d'être brodée avec ses propres points. L'ancien hangar du tissage Mercier se trouvait aux limites de Val-des-Fleurs, entouré d'un jardin depuis longtemps abandonné où des roses sauvages poussaient librement. Hélène suivit Richard à travers le chemin couvert de pierre, son cœur battant plus fort à chaque pas. Béatrice, la cousine architecte, les attendait à l'entrée, ses plans et projets organisés sur une table improvisée. « C'est plus grand que ce qu'il paraît sur les vieilles photos », commenta Hélène, observant les hautes fenêtres et la structure imposante qui, malgré les années d'abandon, gardait sa dignité. « Et plus beau », ajouta Béatrice, ses yeux brillants d'enthousiasme, « professionnel. L'architecture industrielle des années 70 a une élégance unique. Regardez ces détails art déco sur les montants. » Richard ouvrit les lourdes portes et la lumière du soleil envahit l'espace, révélant d'anciennes machines à coudre couvertes de draps poussiéreux. L'odeur du vieux bois et des souvenirs endormis remplissait l'air. « Ici, ce serait la zone principale d'enseignement », expliqua Béatrice, déroulant un plan sur la table. « Nous pouvons préserver certaines de ces vieilles machines, comme partie du musée textile que Richard veut créer dans la mezzanine. » Hélène marcha dans l'espace, ses doigts glissant sur une ancienne table de coupe. Elle pouvait presque voir son grand-père là, enseignant les secrets du métier aux apprentis, partageant non seulement des techniques, mais aussi l'amour de l'art de la couture. « Et cette zone ?» demanda-t-elle, pointant vers un espace circulaire, près des fenêtres. « L'atelier principal », répondit Richard, s'approchant. « J'ai pensé que vous pourriez le coordonner, un espace où tradition et innovation peuvent dialoguer librement. » Hélène sentit son cœur faire un bond. La lumière naturelle qui entrait par les fenêtres créait un environnement parfait pour le travail avec les tissus, et la vue sur le jardin abandonné avait une beauté sauvage qui inspirait la créativité. « Les roses », murmura-t-elle, regardant, à travers les fenêtres. « Ma grand-mère disait toujours que son jardin préféré se trouvait près de l'ancien hangar du tissage. »« Elles étaient à votre grand-père », révéla doucement Richard. « Il les a plantées quand ils ont commencé à construire l'école. Il disait qu'un lieu d'apprentissage devait avoir de la beauté autour. » Béatrice s'éloigna discrètement, les laissant seuls tout en faisant semblant de prendre des mesures. Hélène sentit ses yeux brûler de larmes contenues. « Parfois, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement, « j'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce rêve, de ne pas pouvoir honorer cet héritage. » Richard prit sa main, un geste si naturel qu'il fit accélérer son cœur. « Hélène, vous honorez déjà cet héritage. Chaque point que vous faites, chaque pièce que vous créez, chaque histoire que vous préservez à travers votre travail. » Leurs regards se rencontrèrent, et pour un moment le temps sembla suspendu. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres poussiéreuses, créant un halo doré autour d'eux. Hélène pouvait sentir la chaleur de la main de Richard dans la sienne, l'énergie de l'espace autour d'elle, le poids de l'histoire et la promesse de l'avenir. « J'aurais besoin d'aide, » dit-elle finalement, un sourire se formant sur ses lèvres, « pour transformer ce rêve en réalité. Nous sommes ensemble dans cette aventure, » répondit-il, son pouce caressant doucement la main d'elle, « comme nos grands-pères auraient dû l'être. » Le bruit des pas les fit se séparer doucement. Charles Moreau apparut à la porte, sa silhouette
sombre contrastant avec la lumière du soleil. Son visage était un masque de désapprobation à peine dissimulé. « Alors c'est ici que vous comptez enterrer l'argent de l'entreprise », dit-il, sa voix résonnant dans l'espace vide, dans un rêve dépassé. Hélène sentit Richard se tendre à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle fit un pas en avant. La peur avait cédé la place à une certitude profonde, née de l'amour pour son métier et de la connexion avec son histoire. « Monsieur Moreau », la voix d'Hélène était ferme, malgré le cœur qui battait. « Êtes-vous entré dans une boutique du tissage Mercier récemment? Avez-vous observé comment les gens regardent les pièces ?» Elle marcha jusqu'à l'une des vieilles machines, retirant le drap qui la couvrait. Ils cherchent dans les étiquettes l'histoire derrière le vêtement. Ils veulent savoir qui l'a fait, comment il a été fait, quelle est la signification de chaque pièce. Du sentimentalisme qui ne paie pas les factures, rétorqua Moreau, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Au contraire, Hélène prit son dossier qu'elle avait apporté pour montrer les projets à Béatrice. Voici les chiffres des principales marques de luxe qui ont investi dans des programmes d'artisanat ces dernières années. Les profits ont non seulement augmenté, mais la fidélisation des clients aussi. Richard s'approcha, sa présence donnant de la force à Hélène. « Charles, vous étiez dans l'entreprise quand mon grand-père et monsieur Antoine rêvaient de cette école. Vous, plus que quiconque, connaissez le potentiel qu'il y avait ici. »« Tant différent, » répondit Moreau, mais sa voix était moins tranchante. « Le marché a changé. »« Oui, il a changé, » acquiesça Hélène. « Il a changé en faveur de l'authentique, de l'artisanal, du significatif. Les gens sont fatigués du jetable, du produit en masse. » Elle ouvrit sur la table de coupe les dessins pour la robe d'Aurore. « Chaque point ici raconte une histoire. Chaque finition porte une tradition. Il ne s'agit pas seulement de faire des vêtements. Il s'agit de préserver le savoir, de créer des connexions, de construire un héritage. » Moreau s'approcha, observant les dessins d'un œil critique. Pour un moment, son masque de froideur professionnel sembla se fissurer, révélant quelque chose de plus humain en dessous. « J'étais là, vous savez, » dit-il finalement, sa voix plus douce. « Quand votre grand-père est parti, j'ai vu comment cela a affecté l'entreprise, comment nous avons perdu plus qu'un simple employé. »« Alors aidez-nous à récupérer cela, » intervint Richard. « Nous ne proposons pas d'abandonner la production actuelle, mais de créer quelque chose de complémentaire, quelque chose qui puisse inspirer la prochaine génération. » Béatrice s'approcha avec ses plans. « Le projet est économiquement viable, » expliqua-t-elle. « Nous pouvons le faire par phase, commencer par un programme pilote. » Un silence pensif remplit le hangar. La lumière du soleil commençait à changer, créant des ombres allongées sur le plancher en bois. À travers les fenêtres, les roses sauvages dansaient dans la brise de l'après-midi, témoin silencieux d'un moment décisif de plus dans cet espace. « Aurore adorera la robe, » dit finalement Moreau, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Elle parlait toujours du talent de votre grand-père. Hélène sentit Richard prendre sa main discrètement, leurs doigts s'entrelaçant comme les fils d'une trame bien tissée. « J'aurais besoin d'un plan d'affaires détaillé, » continua Moreau, son ton revenant au professionnalisme habituel, mais sans l'ancienne hostilité, et d'un calendrier réaliste de mise en œuvre. Quand il sortit, Hélène relâcha la respiration qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Richard l'attira dans une étreinte spontanée et elle se permit de fondre dans ses bras, sentant le parfum doux de son eau de Cologne mêlée à l'odeur du vieux bois du hangar. « Vous avez été incroyable », murmura-t-il à son oreille, la faisant légèrement trembler. Béatrice toussa délicatement, un sourire entendu sur son visage. « Je vais vous laisser terminer la reconnaissance de l'espace, » dit-elle, ramassant ses plans. « Demain, j'apporterai les projets révisés. » Seuls dans le hangar, avec la lumière dorée de fin d'après-midi traversant les fenêtres, Hélène et Richard restèrent enlacés, leur cœur battant au même rythme, comme le son doux d'une vieille machine à coudre en plein travail. La nuit était déjà tombée sur Val-des-Fleurs quand Hélène rentra chez elle. Elle trouva Paul assis sur les marches de la véranda, une enveloppe dans les mains et une expression sérieuse sur le visage. « Tu n'es pas venu pour le café de l'après-midi, » dit-il en se levant. « J'ai imaginé que tu étais occupé avec ton projet au tissage. » Hélène sentit un pincement au cœur. Avec tous les événements au hangar, elle avait complètement oublié le rendez-vous fixé avec Paul pour discuter des derniers détails de la proposition de Paris.
Je suis désolée, répondit-elle, s'asseyant à côté de lui sur les marches. L'arôme des dahlias du jardin flottait dans l'air nocturne, se mêlant au souvenir d'une amitié qui avait traversé des années. « Je t'ai vu aujourd'hui, continua Paul, sa voix contrôlée, dans le vieux hangar, avec lui. » Hélène ferma les yeux un moment, sentant le poids des choix qu'elle devait faire. « Paul, Tu n'as pas besoin d'expliquer, l'interrompit-il doucement. J'ai vu comment tu regardais cet endroit, comment tes yeux brillaient pendant que vous parliez. C'est le même éclat que tu avais quand nous étions enfants et que tu parlais de tes rêves de devenir styliste. » À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre Madame Cécile parler au téléphone, sa voix joyeuse, résonnant à travers les fenêtres ouvertes. Le son familier amena des larmes aux yeux d'Hélène. « J'ai toujours imaginé que tes rêves t'emmèneraient loin d'ici, » continua Paul, « qu'un jour nous serions ensemble à Paris ou à Milan, conquérant le monde de la mode. Mais maintenant, je vois que peut-être tes rêves ont créé des racines plus profondes que je ne l'imaginais. » « Ce ne sont pas seulement mes rêves maintenant, » répondit Hélène, la voix nouée. « Ce sont les rêves de mon grand-père, de ma grand-mère, de toutes les personnes qui ont maintenu vivante cette tradition. Et ce sont des rêves qui peuvent faire la différence ici, dans notre ville. » Paul prit sa main, la serrant doucement. « Et Richard, il fait partie de ses rêves aussi. » Hélène sentit son visage se réchauffer mais ne détourna pas le regard. « Il me fait croire qu'il est possible d'unir le passé et l'avenir, la tradition et l'innovation. Que je n'ai pas besoin de choisir entre être artisane et être artiste. Comme ton grand-père a essayé de faire. » Paul sourit tristement. « Tu sais, quand tu m'as raconté son histoire, il y a des années, j'ai pensé que c'était un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, rester coincé dans une petite ville, avec de petits rêves. Mais maintenant, je comprends que peut-être ces rêves n'étaient pas trop petits. Peut-être que le monde n'était simplement pas prêt pour eux à l'époque. » Une douce brise agita les feuilles du jasmin qui couvrait la véranda, apportant son parfum sucré. Hélène regarda les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel sombre. « L'atelier à Paris serait incroyable, » dit-elle finalement. « Et travailler avec toi, revivre nos rêves d'adolescence, mais ce ne serait pas authentique, ce ne serait pas moi. » Paul se leva, lui tendant l'enveloppe. « Garde-la, dit-il, pas comme une proposition, mais comme un souvenir que tes rêves ont toujours été assez grands pour voler. Tu as simplement choisi de leur donner des racines d'abord. » Ça, il se pencha, embrassant doucement son front comme il le faisait quand ils étaient enfants. « Sois heureuse, Hélène, et quand l'école fonctionnera, n'oublie pas de réserver une place pour un vieil ami qui a encore beaucoup à apprendre sur la valeur de la tradition. » Hélène l'étreignit fort, sentant l'odeur familière de son eau de Cologne agrumée, la chaleur d'une amitié qui, elle le réalisait maintenant, n'avait pas besoin de se perdre juste parce que leur chemin prenait des directions différentes. Quand Paul partit, elle resta sur la véranda, l'enveloppe dans ses mains et le cœur plus léger. Madame Cécile apparut à la porte, apportant 2 tasses de tisane à la camomille. « Je vais maintenant continuer la traduction. » La robe d'Aurore Mercier reposait sur le mannequin comme une œuvre d'art vivante. Hélène donnait les derniers points à la broderie de l'ourlet, chaque mouvement de son aiguille précis et plein de signification. Le bleu profond du tissu semblait capturer toute l'histoire qui les avait amenés jusqu'ici, les rêves du passé, les promesses du présent, les possibilités du futur. Richard arriva sans prévenir, comme c'était devenu son habitude ces dernières semaines. Il apportait avec lui un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « J'ai terminé la broderie de la manche gauche, » dit Hélène, sans détacher les yeux de son travail. Maintenant, il ne reste plus que... Ses paroles furent interrompues quand elle vit ce que Richard sortait du paquet. Une délicate broche dorée en forme de ciseaux, sertie de petites perles. « Elle appartenait à votre grand-père, » expliqua-t-il, en s'approchant. « Mon grand-père l'a gardée toutes ces années, attendant le bon moment pour la rendre. Je pense que ce moment est venu. » Hélène prit la broche d'une main tremblante. Elle s'en souvenait sur les vieilles photographies que sa grand-mère gardait, toujours sur le revers de la veste de son grand-père lors d'occasions spéciales. « Comment votre grand-père a-t-il réussi à préserver tant de souvenirs ?» demanda-t-elle, la voix émue. Richard sourit, ce sourire qui faisait toujours accélérer son cœur. Il n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour les choses retrouveraient leur place. Il gardait tout dans une pièce spéciale chez lui, dessins, outils, photographies.
Il disait que c'étaient des graines qui un jour refleuriraient. Madame Cécile entra dans la pièce à ce moment-là, ses yeux reconnaissant immédiatement la broche. « Antoine a porté cela le jour de notre mariage, dit-elle, s'approchant pour toucher le bijou de ses doigts délicats. Il disait que c'était son porte-bonheur. Et maintenant, continua Richard, prenant la broche, des mains d'Hélène et l'attachant délicatement à la robe sur le mannequin, elle va porter chance à un nouveau commencement. La broche scintilla contre le tissu bleu, comme une étoile capturée en or. Hélène sentit les larmes s'échapper de ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie, d'accomplissement, d'amour. « La robe est prête, » dit-elle finalement, faisant un pas en arrière pour admirer la pièce complète. C'était plus qu'une robe, c'était une histoire racontée en tissu et en fil, en mémoire et en espoir. « Elle est parfaite, » murmura Richard, mais ses yeux n'étaient pas sur la robe. Ils étaient fixés sur Hélène, avec une intensité qui fit bondir son cœur. « Je vais faire un thé pour nous, » dit Madame Cécile avec un sourire entendu sur les lèvres. Avant de sortir, elle s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Saviez-vous que c'est comme ça que j'ai rencontré votre grand-père, Richard? Il était venu apporter une broche très similaire à celle-ci à ma mère, qui était aussi couturière. » Quand ils furent seuls, le silence entre eux était chargé de mots non dits, de sentiments qui avaient grandi comme les roses dans le jardin du hangar, sauvages, inévitables, vrais. « Hélène, » commença Richard, sa voix plus douce qu'un murmure de soie, « je ne suis pas venu ici uniquement pour la robe. » Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Hélène pouvait sentir la chaleur de son toucher, le léger tremblement de ses doigts, le poids du moment qui se déroulait entre eux. Quand j'ai commencé ce projet, je cherchais un moyen d'honorer l'héritage de l'entreprise, de récupérer quelque chose que nous avions perdu. Mais j'ai trouvé bien plus que cela. Je vous ai trouvé, vous. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, les enveloppant d'une lumière dorée. Sur le mannequin, la robe bleue avec sa broche ancienne était le témoin silencieux d'un moment qui, comme tant d'autres dans cette histoire, semblait tissé par les fils invisibles du destin. La demeure des Mercier resplendissait sous les lumières de la fête. Hélène observait le mouvement des invités à travers la fenêtre de la salle d'attente où Aurore terminait de s'apprêter. La robe bleue, sa création la plus importante jusqu'à présent, tombait parfaitement sur la silhouette élégante de la femme qui fêtait son anniversaire. « C'est comme revivre un rêve », dit Aurore, s'admirant dans le miroir. Ses doigts touchaient délicatement les broderies, reconnaissant les points qui furent un jour la signature d'Antoine Rivière. « Votre grand-père aurait été fier. » Hélène ajusta la broche dorée à hauteur de l'épaule d'Aurore, ses mains tremblant légèrement. « Vous avez bien connu mon grand-père ?»« Ma chère, il a dessiné ma robe de mariée, » répondit Aurore, ses yeux brillants de souvenirs. À cette époque, le tissage était plus qu'une entreprise, c'était une famille. Et aujourd'hui, en vous, voyant ici, c'est comme si le cercle se complétait enfin. Un doux coup à la porte interrompit la conversation. Madame Cécile entra, élégante dans une robe vert mousse qu'Hélène avait spécialement faite pour l'occasion. En voyant Aurore dans la robe bleue, ses yeux se remplirent de larmes. « Cécile, mon amie. » Aurore ouvrit les bras et les deux dames s'embrassèrent, des décennies d'histoire partagées coulant entre elles. « C'est exactement comme je l'avais imaginé, » dit Madame Cécile, ajustant un détail invisible sur la robe. Hélène a réussi à capturer l'essence du travail d'Antoine, mais avec sa propre touche. La musique de la fête arrivait doucement par les fenêtres, se mêlant au brouhaha des invités dans le jardin. Hélène savait que parmi eux se trouvaient les noms les plus importants de la mode nationale, y compris Marcel Dubois, le célèbre critique de mode connu pour sa langue acérée. « Ne les laissez pas vous intimider, » dit Aurore, percevant son appréhension. « Vous avez quelque chose que beaucoup d'entre eux ont perdu en chemin, l'authenticité. » Quand elles descendirent pour la fête, Hélène sentit tous les regards se tourner vers elle. Aurore était une vision en bleu nuit, la robe captant la lumière des lustres comme de l'eau sous le clair de lune. Richard, qui conversait avec quelques invités, s'arrêta au milieu d'une phrase en les voyant, son regard croisant celui d'Hélène avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. Magnifique. La voix de Marcel Dubois brisa le moment. Le critique fit le tour d'Aurore, examinant chaque détail de la robe d'un œil clinique. Mais ce n'est certainement pas une création du tissage Mercier actuel. Ce type de travail artisanal n'existe plus. Au contraire, intervint Richard, s'approchant.
Cette robe représente exactement l'avenir du tissage Mercier. Elle a été créée par Hélène Rivière, petite-fille d'Antoine Rivière, l'un des fondateurs de notre tradition artisanale. Un murmure de reconnaissance parcourut le groupe. Aurore sourit, tournant doucement pour montrer les détails de la robe. « Et ce n'est pas seulement qu'une robe ?» continua-t-elle. « C'est le premier pas d'un nouveau projet. Richard, mon cher, je pense que c'est le moment parfait pour l'annonce. » Richard prit une coupe de champagne, faisant signe au serveur de servir tous les invités. Son bras frôla légèrement celui d'Hélène quand il se positionna à ses côtés, envoyant des frissons sur sa peau. « Mesdames et messieurs, sa voix claire portait un mélange de fierté et d'émotion. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'anniversaire de ma mère. Nous célébrons aussi la renaissance d'un rêve qui a commencé il y a presque 50 ans. » Hélène sentit la main de sa grand-mère trouver la sienne, la serrant doucement. De l'autre côté de la salle, elle vit Charles Moreau hocher discrètement la tête dans sa direction, un petit sourire sur ses lèvres. Le moment qu'elle avait tant redouté était arrivé. Mais maintenant, entourée de toutes ces personnes qui faisaient partie de son histoire, elle ne ressentait que paix et certitude. Et c'est avec une grande joie que nous annonçons la création de l'école des Arts Textiles Antoine Rivière, conclut Richard, sa voix chargée d'émotion. Un centre d'excellence qui unira la tradition artisanale à l'innovation contemporaine, sous la direction créative d'Hélène Rivière. Les applaudissements remplirent la salle, mais Hélène les entendait à peine. Son cœur battait fort tandis qu'elle observait les réactions autour d'elle, le sourire fier de sa grand-mère, les larmes silencieuses d'Aurore, le regard intense de Richard. Marcel Dubois fut le premier à s'exprimer après l'annonce. « Une école d'artisanat ? En province ?» Son ton était sceptique, mais il y avait une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Et comment comptez-vous rivaliser avec les écoles traditionnelles de Paris et Milan ?»« Nous ne comptons pas rivaliser, » répondit Hélène, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Nous comptons compléter. Il existe des histoires et des techniques uniques ici qui méritent d'être préservées et renouvelées. » Elle fit un geste vers la robe d'Aurore. Chaque point dans cette robe porte une tradition transmise à travers les générations. Il ne s'agit pas seulement de faire de beaux vêtements, il s'agit de maintenir vivant un art qui connecte les personnes et les histoires. Et de créer des opportunités, ajouta Richard. L'école offrira des bourses d'études pour les jeunes, talents de communautés défavorisées. Nous voulons former non seulement des artisans, mais des gardiens d'une tradition vivante. Béatrice s'approcha avec les projets architecturaux qui furent disposés sur un chevalet proche. Les invités se rassemblèrent pour voir les images du vieux hangar transformé en un centre d'enseignement moderne, tout en conservant ses éléments historiques. « Le projet est ambitieux », commenta l'un des directeurs de l'entreprise. « Mais le timing ne pourrait pas être meilleur. Le marché valorise de plus en plus l'artisanat, l'authentique. » Hélène observait l'animation quand elle sentit Richard toucher doucement son bras. « Viens avec moi, » murmura-t-il. « Je veux te montrer quelque chose. » Ils s'échappèrent discrètement vers le jardin, où les roses du paysagiste se mêlaient au parfum de la nuit. Richard la conduisit jusqu'à un petit kiosque illuminé par des lanternes. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens dans la douce lumière. « Plus qu'heureuse, » répondit Hélène. « C'est comme si tous les fils détachés de ma vie s'unissaient enfin en un motif qui a du sens. » Richard sourit, prenant ses mains dans les siennes. « Quand j'ai commencé à chercher quelqu'un pour faire la robe de ma mère, je n'imaginais pas que je trouverais tellement plus. J'ai trouvé non seulement une partenaire pour réaliser le rêve de nos grands-pères, mais quelqu'un qui m'a fait redécouvrir le véritable sens de notre travail. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. La musique de la fête leur parvenait doucement, créant une bulle d'intimité dans le jardin nocturne. « Tu sais, continua-t-il, sa voix plus douce, mon grand-père disait toujours que les meilleurs tissus sont faits de fils qui s'entrelacent naturellement, comme s'ils étaient destinés à se rencontrer. » Leurs visages étaient très proches maintenant, et Hélène pouvait sentir le parfum léger de son eau de Cologne mêlé à l'arôme des roses. Les lanternes créaient des ombres dansantes sur leurs visages, et le monde semblait s'être réduit à ce moment, à cet espace entre eux. « Hélène, » murmura Richard, une de ses mains montant pour toucher son visage, « je crois que nos fils étaient destinés à se rencontrer aussi. » Et là, sous le ciel étoilé de Val-des-Fleurs, entourés par le parfum des roses et le son distant de la célébration, leurs lèvres
se rencontrèrent dans un baiser qui semblait cousu par les fils du destin lui-même. Les mois qui suivirent passèrent comme un rêve fiévreux d'activité. Le vieux hangar du tissage Mercier se transformait graduellement sous la supervision attentive de Béatrice. Les murs furent restaurés en conservant leurs caractéristiques d'origine, tandis que des équipements modernes arrivaient pour compléter les anciennes machines à coudre soigneusement récupérées. Hélène partageait son temps entre la planification de l'école et son petit atelier, où elle continuait à servir ses fidèles clientes de Val-des-Fleurs. Un après-midi particulièrement chargé, alors qu'elle organisait le programme du cours de base de couture, elle reçut une visite inattendue. « J'ai pensé que vous aimeriez voir ceci », dit Charles Moreau, déposant sur sa table un vieux dossier. « Je l'ai trouvé dans les archives de l'entreprise. C'est le projet original de l'école, écrit par votre grand-père et Auguste Mercier. » D'une main tremblante, Hélène ouvrit le dossier. Les pages jaunies contenaient non seulement des plans techniques, mais une vision complète de ce que l'école pourrait être, un lieu où tradition et innovation danseraient ensemble, où chaque élève serait plus qu'un apprenti, il serait un gardien d'histoire. « Ils ont pensé à tout », murmura-t-elle, passant ses doigts sur la calligraphie familière de son grand-père. « Même à un programme d'échange avec des artisans de différentes régions. »« Et maintenant, vous pouvez réaliser tout cela », répondit Moreau, un sourire doux sur son visage habituellement sérieux. « Vous savez, j'ai observé votre travail. Ces derniers mois, vous avez le même éclat dans les yeux que votre grand-père avait quand il parlait de l'école. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Richard qui apportait une surprise, les premiers uniformes de l'école, créés à partir d'un des dessins trouvés dans le dossier. Le tissu bleu marine avec des détails en doré portait une élégance intemporelle. « Ils sont parfaits », dit Hélène, touchant la broderie délicate du logo, une paire de ciseaux entrelacés avec une fleur, symbolisant l'union entre technique et art. « Et nous avons déjà notre première classe complète », annonça Richard, ses yeux brillants d'enthousiasme. 20 élèves, dont 5 boursiers de communautés défavorisées. Hélène sentit son cœur déborder. Le rêve n'était plus seulement le sien ou celui de son grand-père. Il s'était transformé en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer des vies. Ce soir-là, alors qu'il se promenait dans le jardin du hangar où les roses anciennes fleurissaient avec une vigueur renouvelée, Richard surprit Hélène avec une autre révélation. Marcel Dubois a publié un article sur le projet, dit-il, lui montrant un magazine de mode. Il appelle l'école un phare d'authenticité dans un monde de production de masse. Hélène lut l'article, émue de voir comment le critique, autrefois si sceptique, louait maintenant l'initiative de préserver et renouveler les techniques artisanales. Mais une phrase en particulier attira son attention. À Val-des-Fleurs, une jeune couturière n'honore pas seulement l'héritage de son grand-père, mais tisse un nouvel avenir pour l'artisanat français. « C'est drôle, dit-elle, s'appuyant contre la poitrine de Richard tandis qu'ils regardèrent le coucher de soleil à travers les fenêtres restaurées du hangar. « J'ai toujours pensé que je devrais partir d'ici pour réaliser mes rêves. Mais parfois les plus grands rêves sont ceux qui nous ramènent à nos racines. » Richard l'enlaça par derrière, son menton reposant doucement sur son épaule. « Et parfois, murmura-t-il, les rêves les plus importants sont ceux que nous partageons avec d'autres. » Le son lointain des machines à coudre venait de l'atelier, où quelques élèves faisaient des heures supplémentaires pour pratiquer leurs points. Hélène ferma les yeux, sentant la chaleur de l'étreinte de Richard, le parfum des roses dans l'air, le poids léger de la broche de son grand-père qu'elle portait maintenant toujours sur le revers. L'inauguration de l'École des Arts Textiles. Antoine Rivière était prévu pour dans une semaine, mais Hélène avait préparé une surprise spéciale pour avant. Avec l'aide de Madame Cécile et d'Aurore, elle avait organisé une petite exposition dans le hangar restauré, rassemblant des pièces historiques du tissage Mercier et des créations de son grand-père qui avaient été préservées au fil des ans. « Chaque pièce raconte une histoire », expliquait-elle à Richard, tandis qu'ils organisaient les mannequins. Une robe de mariée de 1975 avec des dentelles délicates faites à la main. Un costume masculin avec des broderies subtiles qui révélaient la signature unique de son grand-père. La robe bleue d'Aurore elle-même, désormais partie permanente, de la collection de l'école. « Et celle-ci, dit Aurore, apportant une vieille boîte, est une pièce très spéciale que j'ai gardée toutes ces années. » Dans la boîte, soigneusement préservée, se trouvait une robe de soie couleur ivoire,
avec une broderie de fleurs délicates remontant le long du côté. Hélène reconnut immédiatement le modèle des vieilles photographies de sa grand-mère. « Ta robe de mariée », murmura-t-elle, touchant le tissu avec révérence. « La première robe que ton grand-père a faite pour moi », confirma Madame Cécile, ses yeux brillants de souvenirs. Il a passé des nuits blanches à travailler sur les broderies, disant que chaque fleur représentait un moment de notre histoire. Hélène examina le travail minutieux, reconnaissant des points qu'elle avait elle-même appris au fil des ans. « C'est incroyable comme ces points ont survécu au temps », commenta-t-elle, comme si chacun gardait un fragment de mémoire. « Et maintenant, dit Richard, prenant sa main, nous allons créer de nouveaux souvenirs. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à se coucher, un groupe spécial visita l'exposition, les 20 élèves de la première promotion de l'école. Hélène observait, émue, comment ils examinaient chaque pièce avec admiration et respect, posant des questions, prenant des notes, absorbant non seulement des techniques, mais des histoires. Une jeune boursière s'approcha de la robe de mariée de Madame Cécile, ses yeux brillants de fascination. « Comment arrivait-il à faire des points si petits et si parfaits ?» demanda-t-elle. « Avec amour, » répondit Madame Cécile, s'approchant. « Et beaucoup de pratique. Veux-tu que je te montre ?» Bientôt, la dame était assise avec la jeune fille à l'une des tables de travail restaurées, démontrant patiemment la technique du point invisible. D'autres élèves s'approchèrent, formant un cercle attentif autour d'elle. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes en observant la scène. Là était le véritable esprit de l'école, pas seulement la transmission de techniques, mais la préservation d'une tradition vivante, transmise de génération en génération, avec affection et dévouement. « Tu es ému ?» demanda Richard, l'enlaçant par la taille. « Je suis heureuse, » répondit-elle, s'appuyant contre lui. « C'est comme si je pouvais sentir mon grand-père ici, voyant son rêve prendre vie d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. » De l'autre côté de la salle, Aurore conversait avec animation avec Charles Moreau, lui montrant les détails d'un ancien blazer du tissage. Le directeur financier, qui avait été si sceptique auparavant, semblait maintenant sincèrement intéressé, prenant des notes dans son agenda. « Tu sais, » dit Richard, sa voix douce près de l'oreille d'Hélène, « il existe une vieille tradition dans ma famille. Quand un mercier trouve son véritable amour, il offre à la personne aimée quelque chose qui a appartenu aux générations précédentes. » Hélène sentit son cœur s'accélérer quand Richard sortit de sa poche une petite boîte de velours. À l'intérieur se trouvait une délicate bague en or avec une petite paire de ciseaux en relief, le même symbole qui ornait maintenant l'uniforme de l'école. « Elle appartenait à mon grand-père, » expliqua-t-il. « Il l'a donnée à ma grand-mère quand il a réalisé qu'elle était la personne avec qui il voulait tisser son histoire. » Le jour de l'inauguration de l'école des arts textiles, Antoine. Rivière se leva avec une lumière dorée qui semblait bénir Val-des-Fleurs. Le vieux hangar, maintenant complètement restauré, resplendissait sous le soleil du matin. Les roses du jardin, soigneusement taillées et revitalisées, formaient un corridor naturel jusqu'à l'entrée principale. Hélène ajustait la robe, qu'elle avait créée spécialement pour l'occasion. Un modèle en soie bleu marine, avec des détails en doré qui faisaient écho au design des uniformes de l'école. La bague, avec la petite paire de ciseaux en relief, brillait à sa main droite, tandis que la broche de son grand-père ornait son revers. « C'est parfait, » dit Madame Cécile, entrant dans la chambre d'Hélène. Sa grand-mère portait un ensemble, qu'elles avaient créé ensemble, chaque point portant des souvenirs partagés. Ton grand-père disait souvent que les meilleures robes sont celles qui racontent une histoire. Et quelle histoire cette robe raconte-t-elle, mamie? L'histoire d'une fille qui est devenue femme sans perdre ses rêves, répondit la dame, ajustant affectueusement une mèche des cheveux de sa petite fille. Et qui a découvert que parfois les rêves les plus beaux sont ceux que nous partageons. Le hangar était plein quand elles arrivèrent. Autorités locales, représentants de la presse, figures importantes du monde de la mode, tous étaient venus témoigner de la renaissance d'un rêve. Mais pour Hélène, les présences les plus importantes étaient les 20 élèves de la première promotion, tous portant fièrement leurs uniformes bleu marine. Richard l'attendait sur la petite estrade improvisée, élégant dans son costume sombre. À ses côtés, Aurore et Charles Moreau conversaient avec Marcel, Dubois qui était revenu spécialement pour couvrir l'inauguration. « Mesdames et messieurs, » commença Richard, sa voix claire résonnant dans l'espace, « aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement une école, nous inaugurons un rêve qui a
commencé il y a presque 50 ans, quand deux hommes visionnaires croyaient que l'art de la couture était plus qu'un métier. C'était une façon de préserver l'histoire, la culture et la beauté. Hélène observait l'assistance pendant que Richard parlait. Elle vit Paul parmi les invités, souriant fièrement. Elle vit ses anciennes clientes du marché, certaines avec des larmes aux yeux. Elle vit Béatrice, qui avait transformé le projet architectural en réalité. Et maintenant, continua Richard, j'aimerais appeler sur l'estrade la personne qui a donné une nouvelle vie à ce rêve. Hélène Rivière n'a pas seulement honoré l'héritage de son grand-père, elle l'a transformé en quelque chose de encore plus grand. En montant sur l'estrade, Hélène sentit le poids du moment, l'entrelacement de tant d'histoires arrivant, à un point crucial. La bague à sa main captait la lumière, lui rappelant la promesse silencieuse qu'elle avait faite la veille au soir quand Richard l'avait glissée à son doigt. L'école des arts textiles. Antoine Rivière, dit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion, naît de l'amour pour le métier de la couture. Mais plus encore, elle naît de la croyance que chaque point, chaque tissu, chaque création porte en soi une histoire qui mérite d'être préservée et continuée. Les mots coulaient naturellement tandis qu'elle parlait des cours, des bourses, d'études, des projets pour l'avenir. Mais c'était quand elle regardait les jeunes visages de ses premiers élèves qu'elle ressentait véritablement la signification de tout cela. Mon grand-père disait que coudre, c'est comme tisser des destins, conclut-elle. Chaque point nous relie au passé, tout en nous propulsant vers l'avenir. Et ici, dans cette école, nous continuerons à tisser cette histoire ensemble. Quand les portes s'ouvrirent officiellement et que les invités commencèrent à explorer les installations, Hélène resta un moment sur l'estrade, absorbant la scène. Le vieux hangar s'était transformé en un espace lumineux et accueillant, où machines anciennes et modernes cohabitaient harmonieusement, où le passé et l'avenir se rencontraient dans chaque détail. 1 an s'était écoulé depuis l'inauguration de l'école. Le jardin de roses fleurissait maintenant avec une vigueur totale, ses couleurs vibrantes encadrant le chemin jusqu'à l'entrée du bâtiment. Hélène marchait parmi les fleurs, ajustant distraitement sa robe de mariée. Une création qu'elle avait développée au cours des derniers mois, incorporant des éléments de la robe de sa grand-mère et des techniques apprises auprès de ses élèves. Le petit atelier où tout avait commencé servait maintenant d'espace pour des cours pratiques avancés, et c'était là que Madame Cécile partageait souvent ses histoires et ses connaissances avec les nouvelles générations de couturières. L'ancien fauteuil où elle avait l'habitude de tricoter occupait toujours sa place spéciale près de la fenêtre, témoin silencieux de tant de transformations. « Es-tu prête ?» demanda Aurore, entrant dans l'atelier. Elle portait dans ses mains un petit bouquet de roses du jardin, attaché avec un ruban de soie bleu marine, la même couleur qui était devenue le symbole de l'école. « Presque », répondit Hélène, ses doigts touchant la broche dorée qui avait appartenu à son grand-père. Il ne manque qu'un détail. Madame Cécile s'approcha avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat voile de dentelle, jauni par le temps mais toujours extraordinairement beau. « C'était le mien, expliqua-t-elle, et avant il appartenait à ton arrière-grand-mère. Chaque marié de la famille y a ajouté une petite broderie. » D'une main tremblante d'émotion, Hélène examina les différents points et styles qui racontaient l'histoire des femmes de sa famille. Dans un coin, elle trouva un espace pour ajouter sa propre touche. Une petite broderie d'une paire de ciseaux entrelacés avec une rose, symbole qui représentait désormais non seulement son histoire personnelle, mais tout l'héritage qu'elle avait aidé à construire. Le mariage aurait lieu dans le jardin de l'école, où des chaises blanches avaient été disposées entre les rosiers. Les invités commençaient déjà à arriver. Ses élèves, d'anciennes, clientes du marché, des amis qui avaient fait partie de son parcours. Paul était là avec son nouvel associé de l'atelier parisien, étant devenu un partenaire fréquent dans des projets d'échange avec l'école. Avant de marcher jusqu'à l'hôtel improvisé, Hélène s'arrêta un moment à l'entrée du hangar. À travers les fenêtres restaurées, elle pouvait voir les machines à coudre alignées, certaines anciennes, d'autres nouvelles, toutes portant des histoires et des promesses. Sur le mur, une photographie agrandie montrait son grand-père et Auguste Mercier jeunes, souriant, devant ce même hangar. « Ils seraient les fiers », dit Richard, s'approchant silencieusement derrière elle. Techniquement,
Le marié ne devait pas voir la mariée avant la cérémonie. Mais certaines traditions pouvaient être adaptées. « Tu ne devrais pas être ici », plaisanta-t-elle, mais ne fit aucun geste pour s'éloigner. « Je n'ai pas pu m'en empêcher », répondit-il, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. « De plus, je pense que nos grands-pères approuveraient à ce petit moment volé. » Hélène se tourna pour lui faire face, son cœur débordant d'émotion. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que réaliser mes rêves signifiait partir, chercher. Quelque chose de plus grand ailleurs. Mais maintenant, je comprends que parfois, les plus grands rêves sont ceux qui nous font créer des racines plus profondes. » Richard sourit, prenant ses mains dans les siennes. « Et parfois, compléta-t-il, les rêves les plus beaux sont ceux que nous construisons ensemble, point par point, jour après jour. » Le son de la musique qui commençait à jouer les rappela au moment présent. Il était temps de commencer un nouveau chapitre de leur histoire. Hélène jeta un dernier regard au hangar, au portrait de son grand-père, aux machines à coudre, attendant le prochain jour de cours. Tandis qu'elle marchait vers l'hôtel, son voile de famille dansant doucement dans la brise parfumée par les roses, Hélène sentit que chaque pas était comme un point soigneusement placé dans le tissu de sa vie. Précis, significatif, plein d'amour et de sens. L'avenir se déroulait devant elle comme un tissu neuf, prêt à recevoir les broderies qu'elle et Richard créeraient ensemble.